Magali Barthès, pour qu'on comprenne ce qui se passe ce matin, quand Moscou annonce un cessez-le-feu et ce couloir humanitaire, qu'est-ce que c'est concrètement et qui garantit la sécurité de ce couloir humanitaire censé permettre l'évacuation des civils? C'est toute la question parce que à Mariupol, qui est la ville du sud, le port sur la mer d'Azov, qui est totalement assiégé depuis plusieurs jours. Les habitants, vous voyez, au sud-est, n'ont plus d'électricité, non plus d'eau, non plus de chauffage. Il y a eu 2 tentatives de mettre en place ces couloirs humanitaires ce week-end. Et en fait, les civils étaient prêts à évacuer dans les bus. Et puis finalement, ils n'ont pas pu aller plus loin parce que les tirs ont repris. Donc toute la question, c'est d'arriver à sécuriser ces couloirs pour effectivement arriver à faire sortir les civils. Et on voit bien ce week-end que les Ukrainiens et les Russes se sont rejetés la responsabilité de ce cessez-le-feu qui ne tenait pas. On était avec un militaire tout à l'heure en plateau qui nous disait la complexité aussi de faire respecter ce cessez-le-feu, que l'ordre qui a été pris en haut arrive bien aux soldats sur le terrain. Donc c'est toute la difficulté de ces opérations humanitaires. On voit ces images là qui nous arrivent de Kiev. Donc il y a aussi Mariupol, Soumy qui sont ciblés par ça, qui sont visés par ces couloirs humanitaires. Ce sont des villes qui sont vraiment sous le feu des Russes ces derniers jours. Il y a vraiment une urgence humanitaire à faire sortir les civils qui vivent dans des conditions de plus en plus difficiles, privés de vivres, de médicaments. C'est surtout le cas à Mariupol. À Kiev, la situation sur le terrain, ce sont des bombardements très très violents en périphérie de la ville. Et pour le moment, une capitale qui n'est pas encore complètement encerclés, mais on voit là donc des civils qui peuvent commencer à en sortir. Il faut maintenant que le cessez-le-feu tienne le temps de ces évacuations dans la journée. Une petite précision, d'abord ces images viennent de nous parvenir. Ce que l'on voit sur ces images, vous l'aurez constaté, ce sont des gens qui descendent des bus et non pas des gens qui montent dans les bus. Donc on ne sait pas d'où ces personnes viennent et où elles vont précisément à l'instant où nous nous parlons. Général, cette stratégie du couloir humanitaire, militairement, elle peut servir à quoi ? En fait, les Russes cherchent à assiéger les villes. Ils ne peuvent pas les conquérir facilement. S'emparer d'une ville, c'est un travail, une opération extrêmement lourde, longue et consommatrice de personnes. Donc, ils font le siège et ils s'emparent des points clés, c'est-à-dire des réseaux d'eau, réseaux d'électricité, voies de communication, etc. Et l'utilisation des couloirs humanitaires, c'est aussi une forme d'action psychologique. C'est-à-dire on fait pression sur la population, sur le gouvernement, donc indirectement, pour dire il faut céder, il faut arrêter et on passe aux négociations. Je dirais qu'il y a aussi une instrumentalisation des populations. Soit elles restent, et à ce moment-là il y aura beaucoup de victimes, soit eh bien, on les évacue. Et à ce moment-là, ça se négocie et tout se négocie. C'est intéressant le point que vous soulevez, Général. Dany, quel est justement, selon vous, l'objectif des Russes derrière l'ouverture de ces couloirs humanitaires? Si je savais vraiment, j'aurais un prix Nobel, là. Parce que comprendre la tête de Poutine, c'est pas facile. Il y a aussi une deuxième dimension, les couloirs humanitaires. C'est pour que les civils sortent, mais aussi, ce serait aussi pour ramener du ravitaillement dans la ville. Et là, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On n'a pas vu. Est-ce que les Russes laissent rentrer? Parce que Mariupol, en fait, on peut aussi, entre guillemets, la stratégie peut-être d'affamer, d'assoiffer les populations. C'est-à-dire que tout le monde sait que prendre une ville, ce que j'ai lu, c'est il faut 12 assaillants pour un défendant. Enfin, disent les militaires, calcul environ. Donc, c'est très difficile. Mais assoiffé, affamé, jusqu'à quand, disons, les défenseurs pourront se défendre. Et on risque, en fait, d'avoir donc un encerclement des villes, et ça peut durer des semaines et des semaines, des semaines. S'ils n'essayent pas, alors... Et comme on connaît, on voit maintenant la détermination des Ukrainiens, et ils ne se rendront pas. Et il faut faire attention. Des femmes et des enfants sortent, mais les hommes ne sortent pas.
C'est-à-dire ceux qui veulent défendre la ville ne sortent pas. Donc il faut bien comprendre la stratégie de Poutine. Alors je ne comprends pas la stratégie de Poutine. C'est évidemment... Il faut voir là maintenant la fin. Quelle peut être la fin? Disons qu'il occupe toute l'Ukraine. Il met un gouvernement, mais il a besoin d'une police ukrainienne. Il a besoin de quelque chose. Dans le temps, quand les Russes, dans la Deuxième Guerre mondiale, ont pris des villes et tout ça, il y avait un fort parti communiste et ils ont pu, avec donc une force qui était alliée, installer un gouvernement. Aujourd'hui, occuper l'Ukraine, avec qui? Compter sur les pro-russes du Donbass. Donbass. Non mais écoutez, il faut se rappeler qu'au référendum sur l'indépendance de ils ont, même la grande majorité des russophones ont voté pour l'indépendance. Il n'a pas aujourd'hui, et c'est ça qu'on a pris, quand il a fait un appel aux militaires ukrainiens en disant « Eh bien voilà, lâchez votre gouvernement, on va se mettre d'accord », parce qu'il n'a pas de plan B. Oui, il n'a pas le soutien de la population Non, ukrainienne, il est obligé en tout cas dans son ensemble. Zoriana Agnac, donc 4 couloirs humanitaires annoncés ce matin par la Russie. Vous vous dites que c'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre d'éviter des victimes civiles innocentes, ou est-ce que ça vous inquiète parce que vous vous dites on se prépare côté russe à des attaques peut-être de grande ampleur sur les centres-villes? Alors, ce sont des cars qui arrivent dans les villes? Alors, ce sont normalement des couloirs humanitaires qui sont sécurisés par les militaires russes, de ce que l'on comprend, et qui vont permettre aux civils de quitter 4 villes du pays. Il y a Kiev, il y a Mariupol, Kharkiv et Soumy. Parce que moi, j'ai entendu autre chose. J'ai entendu que des cars provenaient de Crimée. Par exemple, dans la région de Kherson, au nord de la Crimée, pour occuper et pour essayer de créer... Donc ce serait le déplacement de population de la Crimée vers la capitale Kiev. Moi je pense que ça peut être ça aussi, oui. Ouais. On ne sait pas vraiment de ce que c'est ces couloirs. Mais sur ces couloirs humanitaires, est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure, vous, ce matin? Non, ça me paraît trop beau pour être vrai. On sent votre prudence vis-à-vis de l'armée russe. On rappelle qu'à Mariupol, ça fait 2 jours, ça fait 2 fois qu'on nous promet, on nous annonce une évacuation des civils qui a avorté 2 fois. Ils veulent sauver les civils, ça me paraît... Il y a quelque chose derrière. Eh bien, on va partir sur le terrain, on va partir à Kiev, qui fait partie des 4 villes où un couloir humanitaire est annoncé. Retrouver un Français qui vit à Kiev. Bonjour Pascal Boiteux, vous êtes chef d'entreprise. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin. Vous avez donc entendu cette annonce de l'armée russe qui promet un couloir humanitaire. Est-ce que vous avez l'intention d'en profiter, si je puis dire, pour quitter le pays, ou quitter la capitale en tout cas? Alors, bonjour. Comme je l'ai dit à votre antenne ce matin, bien sûr que non. Je ne vais pas quitter le pays. On reste là, on reste solidaire. En ce qui concerne le couloir humanitaire sur Kiev, excusez-moi, passez-moi l'expression, mais il n'en a pas besoin. Vu que là, moi, je suis en train de rentrer dans Kiev et je vois des gens de l'autre côté qui sortent comme ils veulent. Les Ukrainiens dans Kiev, les Russes, pardon, dans Kiev ne bloque que le nord de Kiev. Effectivement, le couloir humanitaire pour Kiev, ça peut être pour le nord, pour ces petites villes qui sont au nord, pour qu'ils puissent quitter en sécurité. Quant à croire à ce que dit Poutine, excusez-moi, nous, ici, ça fait longtemps qu'on n'y croit plus du tout. Cette annonce d'ouverture de couloirs humanitaires, quelle que soit la véracité de ce qu'annoncent les Russes ce matin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous craignez, vous, une offensive renforcée sur Kiev dans les jours qui viennent, en rappelant évidemment que la périphérie de la ville a été encore bombardée il y a quelques heures? Alors, oui, la périphérie a été bombardée, on a entendu. Dans le nord de Kiev, le sud de Kiev est libre pour l'instant, mais oui, on est persuadé qu'à un moment donné, il voudra essayer de conquérir Kiev, sûrement en faisant un étau par le sud lorsqu'il aura conquéri Odessa. Mais tout ça, c'est du conditionnel parce qu'on en est encore loin. Effectivement, la technique dont parlait votre invité, un militaire, de l'encerclement et de vouloir affamer les populations, je crois qu'il mise plus là-dessus. Pascal Boiteux, on entend votre
sérénité apparente dans la situation qui est très compliquée pour vous et pour tous les Ukrainiens, même si Kiev n'est pas assiégé et que les combats ont lieu à plusieurs kilomètres du centre de la capitale. Est-ce que vous voyez autour de vous des Ukrainiens qui ont choisi de partir? Et vous-même, dans quel état d'esprit vous êtes à court terme, même si on a bien compris que, à l'heure d'aujourd'hui, vous ne voulez pas quitter la capitale? Alors, effectivement, les Ukrainiens qui cherchent de partir, ils cherchent à mettre leurs femmes et leurs enfants, puisqu'on s'est bien rendu compte qu'ils bombardaient les civils, ils tuaient des femmes, ils tuaient des enfants. Donc ça, effectivement, ça fait peur aux Ukrainiens. Donc les hommes ukrainiens tentent d'évacuer, de mettre en sécurité leurs familles. Mais ils reviennent tous pour se battre. Merci Pascal Boiteux. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre ce matin en direct. Donc vous êtes en train d'entrer dans Kiev actuellement. Évidemment, soyez prudents et peut-être à bientôt sur notre antenne. Quelque chose m'interpelle ce matin, Dany Cohn-Bendit, ce sont les déclarations russes. D'une part, ces 4 couloirs humanitaires qui sont ouverts dans les 4 villes que l'on a mentionnées tout à l'heure. D'autre part, ce que disent les Russes, c'est que ces couloirs humanitaires sont ouverts à la demande personnelle d'Emmanuel Macron. Ce que dément l'Élysée ce matin, nous les avons contactés et eux disent non, nous on n'a pas demandé ça. Vous comprenez cette communication comment? Alors moi je comprends, je fais un saut, c'est mon interprétation. Bien sûr. Il s'ouvre aujourd'hui au tribunal pénal de La Haye une plainte du gouvernement ukrainien parce que Poutine avait dit légitimer l'intervention par un génocide fait dans le Donbass. Génocide contre 4 millions, et les Ukrainiens disent c'est un mensonge, donnez vos preuves. Demain, les Russes doivent répondre au tribunal international. Donc dans ce climat, peut-être que Poutine veut montrer qu'effectivement, lui, il ne veut pas attaquer, il est humanitaire. C'est-à-dire qu'il essaie de créer les conditions pour que les mensonges qu'ils vont développé au tribunal pénal international demain, c'est aujourd'hui et mais demain. Pourquoi impliquer Emmanuel Macron? C'est ça qu'on ne comprend pas. Mais parce que il dit, mais moi, je suis un négociateur. Le président français me demande quelque chose, ça me paraît raisonnable, je le fais. C'est-à-dire qu'il essaye, disons, de dire ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que c'est le contraire, et donc il implique... tout ça, c'est de la psychologie, mais du café du commerce. C'est-à-dire, il joue... C'est un mauvais acteur. Enfin, il n'y a personne aujourd'hui qui croit que Poutine dise à un moment, à quel moment que ce soit, la vérité. Mais pourquoi une volonté d'affichage envers qui? Envers sa population? Envers la communauté internationale? Mais bien sûr. Et le tribunal pénal... Si demain, si le tribunal pénal international dit tout ce que dit Poutine sur le Donbass, sur les massacres, est un mensonge, sa légitimité sera encore plus mise en cause. Vous savez, ça se joue à tous les niveaux. Certains pays vont se dire oui quand même. Est-ce que les Chinois vont bouger? Est-ce qu'à un moment, tout ça devient trop désagréable pour les Chinois? Les Chinois disent il faut qu'ils négocient. Et là, il dit écoutez, Xi Jinping, regardez, le président français me demande quelque chose, je m'exécute, etc. Il faut comprendre ça, le cadre aussi de l'isolement de Poutine. Il essaye de briser un certain isolement. On va essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain avec vous, Catherine André. Merci, vous vous êtes penchée sur les cartes militaires du moment. L'avancée des troupes russes, évidemment. Selon le gouvernement ukrainien, l'armée du Kremlin concentre ses efforts sur plusieurs villes pour ensuite lancer son offensive sur Kiev. Absolument. Regardez cette carte autour de Kiev et on voit en orange l'avancée des troupes russes.